La vie ne peut exister sans énergie. Tandis que notre corps brûle des calories, notre civilisation brûle du charbon et de l'essence, et au cœur des réacteurs nucléaires, des réactions chimiques complexes ont lieu. L'énergie ne vient pas de nulle part, il faut la produire. En ce sens, les individus comme les grandes entreprises sont tous dans le même bateau. Comment l'énergie est-elle produite? Pendant la majeure partie de son histoire, l'humanité a brûlé quelque chose pour l'obtenir. L'homme des cavernes faisant rôtir de la viande et chauffer de l'eau sur un feu peut nous sembler primitif jusqu'à ce que l'on réalise que 90% de l'énergie mondiale provient encore de turbines à vapeur inventées en 1884. Le principe est essentiellement le même. On chauffe de l'eau en brûlant du charbon, du schiste, du pétrole ou du gaz. N'est-il pas temps de passer à quelque chose de plus futuriste? Doit-on vraiment continuer à tout brûler comme des Néandertaliens? Après tout, nous sommes au XXIe siècle. Les scientifiques réfléchissent à ce problème depuis longtemps. Les centrales hydroélectriques sont apparues à la fin du XIXe siècle et les parcs éoliens ont suivi peu après. En 1954, à quelques mois d'intervalle, l'URSS a lancé la première centrale nucléaire au monde, tandis que les États-Unis développaient les premiers panneaux solaires fonctionnels. Mais la révolution verte n'a jamais eu lieu. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Les sources d'énergie sont généralement divisées en renouvelables et non renouvelables. À proprement parler, aucune n'est vraiment infinie, c'est juste une question de temps avant qu'elle ne s'épuise. Le charbon, le pétrole et le gaz sont considérés comme non renouvelables, car les réserves que nous connaissons ne dureront que quelques siècles, au mieux un millénaire. L'hydroélectricité et l'énergie éolienne pourraient fonctionner pendant au moins des centaines de millions d'années, et l'énergie solaire pendant plusieurs milliards. Quant à l'énergie nucléaire, en théorie, elle pourrait encore être utilisée même après l'extinction des dernières étoiles de l'univers. Logiquement, nous devrions donc simplement construire plus d'éoliennes au lieu de nous faire peur avec des titres annonçant la fin du pétrole à une date précise. Mais il y a quelques problèmes. Le plus gros, c'est que les combustibles fossiles sont incroyablement bon marché. Même aujourd'hui, il y a des endroits où le charbon est encore extrait à la main et transporté manuellement jusqu'à l'endroit où il sera brûlé pour produire de l'électricité. Comparé au combustible pour, disons, les centrales nucléaires, le charbon est pratiquement là, sous nos pieds, prêt à être utilisé. Bien sûr, les sources d'énergie renouvelables, comme l'hydroélectricité et les panneaux solaires, pourraient durer des millions ou des milliards d'années. Mais le coût de construction d'un barrage ou de fabrication de cellules solaires est énorme. Pendant ce temps, le charbon est là, disponible. Au nom de la responsabilité environnementale, nous pourrions abandonner les moteurs à essence au profit des voitures électriques qui fonctionnent avec de l'électricité bon marché. Mais cette électricité est bon marché précisément parce qu'elle est produite à partir de charbon. Une ville qui passe au transport électrique devient plus propre, ce qui est formidable, et les habitants de Pékin ou de Shanghai s'en réjouiraient probablement. Mais la combustion des énergies fossiles ne s'arrête pas. Elle se déplace simplement en périphérie, là où se trouvent les centrales électriques. Le deuxième problème, c'est que électrique ne signifie pas nécessairement écologique ou éthique. Par exemple, la production d'électronique dépend du coltan, un minerai rare et précieux. La plupart du coltan mondial provient d'Afrique, où les conditions d'extraction sont, c'est un euphémisme, rudes. La lutte pour les gisements de coltan a été l'un des facteurs de la Deuxième Guerre du Congo, également connue sous le nom de Guerre mondiale africaine. Ce conflit a duré de 1998 à 2003, a impliqué 9 pays et a causé 5 millions de morts. La ménagère californienne moyenne qui achète une Tesla par amour de l'environnement n'a probablement jamais entendu parler de cette guerre. La partie suivante est une traduction de la pause publicitaire dans le texte original. Les amis, une petite annonce rapide et utile. Voici le 3e numéro du magazine Chétivo Chachtivo. Nous avons ouvert les précommandes via le lien en description. Et cette fois, nous avons prolongé la période de précommande d'1 mois. Nous avons fait ça car nous avons reçu
beaucoup de plaintes de gens qui disaient ne pas avoir eu le temps de commander. Alors, de quoi parle ce numéro? Ne riez pas. Le thème principal, c'est le paraître. Nous avons exploré la différenciation sociale. Dès que l'inégalité des classes est apparue, les gens ont commencé à signaler leur statut. D'abord avec des coquillages colorés, puis des fourrures, des épices et des parfums, pour finalement arriver au Rolls-Royce, au sac Birkin et au Pentouse. C'est le sujet principal. La vanité humaine, la stratification sociale et des chroniques philosophiques sérieuses. Ce n'est vraiment pas un numéro ennuyeux. En plus, il y a une longue et très cool interview d'Artemi Lebedev, la star de la couverture. J'ai passé plusieurs heures à discuter avec lui et ça a donné une conversation incroyablement ouverte et intéressante. Voilà, maintenant on continue l'épisode. Le lien est ci-dessous, allez précommander, fin de la pause publicitaire. Un problème tout aussi sérieux est le lithium. Chaque véhicule électrique possède d'énormes batteries au lithium-ion, comme dans votre smartphone. En raison des propriétés chimiques du lithium, il est incroyablement difficile à recycler et à réutiliser. Avec le temps, une batterie de voiture électrique perd de sa capacité, c'est une pièce d'usure qu'il faut finir par remplacer. À l'heure actuelle, seuls 10% de ces batteries aux États-Unis sont réellement recyclées. Les 90% restants sont soit enfouis dans l'espoir que les générations futures trouveront quoi en faire, soit simplement jetés dans des décharges. Et le lithium n'est pas exactement inoffensif. Si une personne y est exposée, il peut causer de graves lésions cérébrales. Mais supposons que ces problèmes soient résolus. L'ONU envoie des casques bleus en Afrique. Les véhicules électriques fonctionnent exclusivement à l'énergie renouvelable. Et ils sont entièrement fabriqués à partir de matériaux biodégradables. Même dans ce cas, un défi majeur subsiste, les infrastructures. L'énergie verte a un problème fondamental, une production instable. Les panneaux solaires sont inutiles par temps nuageux ou la nuit, les éoliennes s'arrêtent par temps calme, et les turbines hydroélectriques sont très sensibles au débit de l'eau. Cette dépendance au cycle naturel signifie que nous avons besoin de systèmes de stockage d'énergie à grande échelle pour maintenir le fonctionnement. Les batteries modernes, malgré leur efficacité, sont trop chères et gourmandes en ressources pour une mise en œuvre à grande échelle. Prenez la plus grande installation de stockage d'énergie au monde, par exemple, elle se trouve à la centrale solaire de Ouarzazate au Maroc. Elle couvre 30 km², soit environ la moitié du centre de Paris, et peut stocker 3 gigawattheures d'énergie. À titre de comparaison, la consommation d'énergie quotidienne de Paris est des dizaines de milliers de fois supérieure. Pour alimenter la ville pendant une semaine sans soleil ni vent, il faudrait couvrir toute la région de batterie. En Californie, où le soleil est abondant, il y a le problème inverse, un surplus d'énergie. Quand il n'y avait que quelques panneaux solaires, le réseau électrique gérait très bien la charge. Mais à mesure qu'ils se sont répandus, le réseau a commencé à subir des surcharges. Maintenant, aux heures de pointe, les propriétaires de panneaux solaires doivent payer pour vendre leur électricité au réseau. Il n'y a tout simplement aucun moyen de la stocker, et le défi est plutôt de s'en débarrasser. En conséquence, les prix de l'électricité en Californie fluctuent de manière spectaculaire tout au long de la journée, devenant parfois même négatifs vers midi. Les éoliennes ont des problèmes similaires, sauf qu'avec le soleil, on peut au moins compter sur son lever quotidien. Dans les pays du Nord, les turbines gèlent en hiver. En Suède, par exemple, il faut les dégivrer en versant de l'eau chaude depuis des hélicoptères. Les pales des turbines sont aussi des consommables. Elles s'usent et doivent finalement être jetées ou recyclées. Et enfin, les parcs éoliens agissent comme des nettoyeurs de forêt. Statistiquement, chaque turbine tue environ 3 oiseaux par gigawatt d'énergie produit par an. Tout cela rend l'avenir de l'énergie verte assez sombre. Alors pourquoi l'énergie verte continue-t-elle de se développer? Actuellement, la raison principale, ce sont les subventions gouvernementales. En 2022, par exemple, l'administration Biden a prévu de dépenser 369 milliards de dollars pour soutenir l'énergie verte. En réponse,
l'Union européenne a lancé son propre programme, allouant 272 milliards d'euros. Tout cet argent n'est pas distribué directement, une partie parvient à l'industrie par le biais d'allègements fiscaux et d'incitations similaires. Par exemple, en Californie, le gouvernement de l'État rembourse 7 500 $ sur le budget pour chaque véhicule électrique acheté. Au cours de son histoire, Tesla a reçu un total de 38 milliards de dollars en subventions, allègements fiscaux et prêts à faible taux d'intérêt, et n'aurait probablement jamais été rentable sans le soutien de l'État. Les budgets dans l'énergie verte sont si massifs que dans certains endroits, des éoliennes construites grâce à des subventions finissent par ne jamais être connectées au réseau, car elles ont déjà rempli leur objectif principal, obtenir le financement. Alors, y a-t-il un espoir pour l'énergie renouvelable ? Étonnamment, oui, et il vient de l'énergie nucléaire. C'est un paradoxe, mais les centrales nucléaires sont actuellement l'une des sources d'énergie les plus propres. Elles utilisent un combustible radioactif qui peut être retraité plusieurs fois dans un type spécial de réacteur nucléaire. Un réacteur à neutrons rapides. Dans ces réacteurs, le même matériau peut être réutilisé des dizaines de fois, potentiellement pendant des milliers d'années. Sur les 7 réacteurs à neutrons rapides opérationnels dans le monde, 5 se trouvent en Russie. Bien sûr, après Tchernobyl et Fukushima, personne ne qualifierait les centrales nucléaires d'écologiques, mais aussi cynique que cela puisse paraître, en cas d'accident, la contamination radioactive finit par s'estomper. Pendant ce temps, le charbon brûlé dans les centrales thermiques se transforme en dioxyde de carbone qui s'accumule dans l'atmosphère et la nature n'a presque aucun moyen de l'éliminer par elle-même. La mesure clé dans la production d'énergie est ce qu'on appelle le facteur de charge. En gros, c'est l'efficacité d'une centrale. Les centrales nucléaires ont le facteur de charge le plus élevé de toutes les sources d'énergie. L'énergie nucléaire est 2 fois plus efficace que le charbon, 3 fois plus que l'éolien et 5 fois plus que le solaire. Cependant, le nucléaire a des coûts énormes en argent et en temps. Les réacteurs modernes peuvent prendre jusqu'à 10 ans à construire et coûter des dizaines de milliards de dollars. En comparaison, une centrale thermique de même capacité coûte 3 à 4 fois moins cher et peut être construite 3 fois plus vite. Ensuite, il y a le problème des déchets radioactifs. Même avec plusieurs cycles de retraitement du combustible, les produits de fission finaux doivent encore être stockés en toute sécurité pendant des milliers d'années, ce qui nécessite la construction de dépôts géologiques, une chose que les riverains soutiennent rarement. La peur des accidents nucléaires et des radiations est souvent exploitée par les militants écologistes, conduisant parfois à des résultats paradoxaux. Par exemple, après la catastrophe de Fukushima, l'Allemagne a décidé d'abandonner complètement l'énergie nucléaire. En conséquence, le pays est non seulement devenu plus dépendant du gaz étranger, mais a aussi dû réactiver des centrales à charbon et développer l'extraction de lignite, un charbon très polluant. En Russie, les énergies renouvelables représentent 20% de la production d'électricité, tandis que le nucléaire en représente 10%. La plupart des centrales thermiques ne fonctionnent pas au charbon, mais au gaz naturel. En même temps, la géographie et le climat de la Russie rendent difficile le développement à grande échelle de l'énergie éolienne et solaire. Il fait tout simplement trop froid et trop sombre pendant une grande partie de l'année. Cependant, la Russie possède la légendaire baie de Penjina, un golfe de la mer d'Okhotsk avec des marées extrêmes dues à ses conditions naturelles uniques. C'est un emplacement parfait pour une usine marémotrice, une usine qui pourrait produire 5 fois plus d'électricité que toutes les autres centrales de Russie réunies. Mais, comme pour les autres projets d'énergie verte, il y a un problème majeur. Que faire de toute cette énergie une fois produite ? La transporter de l'Extrême-Orient à Moscou n'est pas réalisable, et à moins de 500 km de la baie de Penjina, il n'y a ni grande ville, ni infrastructure pour la consommer. En fin de compte, le défi pour l'énergie verte n'est pas un manque de conscience écologique, mais des limitations techniques et infrastructurelles. Pourtant, il y a des tendances encourageantes. Par exemple, le coût des batteries lithium-ion
a chuté de près de 80% au cours des 20 dernières années. Des projets de stockage d'énergie comme la Hornsdale Power Reserve en Australie et Ouarzazate au Maroc ont montré que des villes de batteries massives peuvent aider à stabiliser les réseaux électriques, bien que pas à l'échelle des capitales mondiales. Pendant ce temps, des solutions alternatives émergent. L'hydrogène vert, produit par électrolyse en utilisant les surplus d'énergie solaire et éolienne, gagne rapidement du terrain comme carburant pour le transport. À Moscou, des bus à hydrogène ont déjà été testés, et en Norvège, on construit des navires à hydrogène. Mais une véritable percée de l'énergie verte est encore loin. Même en Californie, où les énergies renouvelables sont une priorité nationale, le solaire et l'éolien ne représentent que 34% de la production d'électricité. Si l'humanité passe un jour entièrement aux énergies renouvelables, ce sera dans un avenir lointain. À ce moment-là, tout pourrait être possible. Peut-être un réacteur à fusion commercial qui, s'il est viable, pourrait rendre l'électricité pratiquement gratuite. Ou peut-être une seule usine marémotrice, exploitant les courants océaniques pour alimenter la planète entière. Certains imaginent même les déserts du monde, transformés en une gigantesque ferme solaire. Pour l'instant, cependant, nous regardons YouTube grâce à de l'électricité produite en brûlant du charbon, extrait par un ouvrier couvert de suie, absolument pas écologique, avec son casque, au fond d'une mine lointaine.